Je vais céder maintenant la place à Claire Mouradian, qui est directrice de recherche émérite au CNRS, pour une communication sur les Arméniens de la France libre, avec une correction de chiffres qu'on a déjà entendus. Je te laisse la parole, Claire. Tout d'abord, merci aux organisateurs de cette journée, de ce colloque, et aussi de m'y avoir invité. Donc, à la différence des intervenants de ce matin et de cet après-midi, je dois dire tout d'abord que je ne suis pas une spécialiste de la résistance ni de la France libre en soi. Donc, mais par contre, dans le cadre de mes activités de collaborateur scientifique de la commission de publication des documents diplomatiques français, de la Deuxième Guerre, de la série de la Deuxième Guerre, sous la direction d'André Caspi. Alors, j'y collabore depuis longtemps, depuis 1996. J'avais été amenée à compulser beaucoup pour l'index de listes de noms, enfin pour enrichir les index de ces volumes, dont celui sur la France libre. On alterne Vichy, France libre, après d'autres guerres. Celui sur la France libre vient juste de sortir, et je crois que l'éditeur d'ailleurs est dans la salle. Donc c'est le volume qui couvre la période juin 40, décembre 41. Après on va passer à Vichy 42, on a déjà fait 41. Après on revient à la France libre. Enfin bon. Donc j'ai été amené à compulser beaucoup de listes de noms, d'index, etc. pour enrichir nos index. Et je suis tombée à un moment donné sur les listes nominatives des FFL, FNFL, FAFL, enfin donc des forces françaises libres, et bien évidemment par penchant naturel, j'ai essayé de retrouver dedans les Arméniens, alors par le truchement bête et classique de l'onomastique, à la fois des noms et prénoms. Donc je les ai cherchés dans les listes qu'évoquait tout à l'heure mon collègue, les listes Écochard, etc. Donc je ne reviendrai pas, et je le remercie d'avoir déjà préparé largement le terrain et rappelé à la fois le nombre, les différences sur les nombres, les différences d'identification, enfin tous les problèmes qui peuvent se poser. Alors on retrouve dans cette liste, et je vais vous en indiquer, environ 400 noms, donc ce qui est pas mal, sur les engagements donc, de la période où on est, dans la catégorie des forces françaises libres. Et donc il y a aussi des engagements d'Arméniens, enfin ailleurs ou dans d'autres champs. Et donc ce ne sont pas ceux du groupe MOI, mais bon, 400 noms, c'est quand même pas mal dans l'ensemble, non seulement, c'est beaucoup finalement peut-être par rapport au groupe de la MOI-FTP. Et donc, on les retrouve surtout dans l'armée de terre. Il y en a une vingtaine dans les forces navales, ce qui n'est pas très étonnant parce qu'il n'y a pas de grande tradition maritime chez les Arméniens. À peu près une vingtaine aussi dans les forces aériennes, dans l'aviation. Il y en a aussi dans les comités ou dans d'autres forces. Mais enfin, je veux dire, principalement, ils sont dans l'armée de terre. Alors, dans ces 400 noms, donc j'ai fait la liste. Je vais vous faire quelques remarques préliminaires. C'est un travail en cours que j'ai commencé. Je ne suis pas sûre de l'achever. Peut-être qu'un étudiant de mon collègue prendra le relais, ou d'autres collègues, parce que je pense que c'est un sujet intéressant et de fait pas du tout étudié. Enfin, il me l'a confirmé. On a un peu discuté parce que, comme je disais, je ne suis pas spécialiste. Bon, j'ai lu pas mal de littérature évidemment sur le sujet, mais j'ai pas travaillé directement sur le sujet. Et quand on travaille sur la France libre, à part pour les documents diplomatiques français, il s'agit de l'action diplomatique de la France libre, pas de l'action intérieure. On choisit, on fait une édition critique des documents relatifs à la diplomatie, soit de Vichy, soit de la France libre, donc c'est pas tout à fait pareil. Alors, quelques remarques un peu préliminaires pour déblayer justement ce terrain assez vierge. D'abord, il y a un bon nombre de rectifications matérielles à faire. Comme pour les listes d'ailleurs des engagés volontaires, donc de septembre 39 à juin 40, dont on a les listes sur Mémoire des hommes, etc. J'en ai recensé à peu près 185 en métropole. Il y a beaucoup d'erreurs orthographiques dans les noms. Vous me direz, les noms arméniens sont en principe faciles à retrouver avec le IAN, mais il y a des noms russifiés, il y a des noms turquifiés, il y a des fois surtout des confusions entre noms et prénoms. Et il y a aussi beaucoup de doublons du fait de ces erreurs. Donc voilà, le chiffre de 400, il faut que je refasse un tamis. Donc ça, c'est des remarques
premières, mais qui peuvent gêner justement le recensement de ces personnes. Il faut connaître non seulement des noms en yan, mais ils ne sont pas tous en yan, et donc il faut recourir aux prénoms donc, qui sont plus spécifiques en général. Alors, après, l'autre problème qui se pose, c'est surtout la désignation erronée de l'identité qui est établie selon le pays de naissance. Et donc, le pays de naissance principalement de ces Arméniens de la France libre, c'est la Turquie, alors qui est mentionnée Turquie plutôt qu'Empire ottoman. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les Grecs et les Juifs nés dans les territoires de l'Empire ottoman. Eux aussi sont mentionnés comme Turcs. Bon. Alors ça date, d'ailleurs, c'est erroné à deux titres. D'abord parce que la Turquie, l'appellation Turquie, bon, on le dit souvent, mais l'appellation officielle date de la création de la République turque en 23. Donc quand ils sont nés en 1901 ou en 1904, etc., ce n'est pas la Turquie au sens international du terme. Il y a aussi la mention Russie. Là aussi, enfin, il y a un certain nombre de ces Arméniens qui viennent de Russie, et là, ils vont être mentionnés comme Russes. De même que les Juifs ou d'autres nés dans l'Empire russe, ou des Géorgiens et tout. Donc il y a cette mention d'une nationalité turque ou russe, qui est une ancienne citoyenneté d'Empire, dont en plus ils ont été évincés par les États successeurs, puisqu'il y a eu une dénationalisation massive des Russes par les Soviétiques, par les bolcheviks, enfin des gens de l'Empire russe par les bolcheviks, pas simplement les Russes, mais aussi donc de tout cela, et puis des Arméniens. Donc beaucoup sont devenus apatrides, ou au minimum, enfin réfugiés. Il y a un petit peu une ambiguïté, parce que parfois on indique réfugiés d'origine arménienne, mais il n'y a jamais la mention d'apatride, sauf une ou deux fois, alors que de fait, la majorité des Arméniens à l'époque le sont. Alors il y a aussi la mention évoquée mon collègue, fréquente pour les FFL, donc de la nationalité syrienne ou libanaise. Alors c'est relativement plus juste, puisqu'elle s'inscrit dans la possibilité d'avoir acquis cette nationalité selon la loi libanaise de 1924, entre autres, qui a incorporé les Arméniens apostoliques et catholiques, ne serait-ce que pour augmenter le ratio des chrétiens dans le cadre des luttes de pouvoir dans le Liban post-mandataire, mais aussi post-ottoman. Alors, ils sont recensés aussi comme arméniens dans le seul recensement libanais qui existe à ce jour. C'est un sujet très tabou au Liban. Donc, le recensement de 1932, et dedans, il y a à peu près 32 000 Arméniens, une partie apostolique, la grande majorité, mais aussi catholique. Donc, on fait la différence. Et puis, il y en a certainement dans les protestants qui ne sont pas mentionnés comme arméniens, mais on sait qu'il y a aussi un certain nombre d'Arméniens de confession protestante. Alors, quelques rares mentions d'Arménie pour le lieu de naissance, y compris dans les provinces de l'Empire ottoman. Par exemple, j'ai trouvé, alors là, c'est la déclaration apparemment de l'engagé, qui dit par exemple à Bursa, à Brousse, et qui écrit derrière Arménie, et réfugiés arméniens. Donc, même pour un territoire, effectivement, de l'Empire ottoman. Il y a parfois une mention d'une nationalité arménienne, alors qui est fictive ou pas fictive, parce qu'ils peuvent venir de la République indépendante déchue en 1920 par la soviétisation, et certains sont venus, par exemple mon grand-père, avec un laissez-passer de la République arménienne. Bon. Alors, donc, il y a ces difficultés de cerner leur nationalité. Donc, j'avais essayé, alors je fais un appel d'ailleurs, il y a quelques années déjà, de faire corriger au moins sur les fichiers Excel, parce qu'on ne peut pas bien sûr corriger sur les registres d'origine, dans les archives, mais au moins de faire corriger dans les fichiers Excel qui recensent toute cette population, la mention de Turcs, non seulement compte tenu de certains événements historiques, bien sûr, du génocide, de l'expulsion des Arméniens rescapés, en plus interdits de retour, donc ils ne sont pas turcs à plus d'un titre. Donc, pour l'instant, je n'y suis pas arrivée. Donc, s'il y a des soutiens pour mener cela, ça serait bienvenu. Alors, au-delà de ces listes, il y a encore des questions un petit peu d'ordre ou politique ou administratif, si vous voulez. Ces listes s'appellent aussi à des réflexions d'ordre historique et historiographique.
On retrouve souvent cité un discours de De Gaulle de juillet 1941 à Damas, après la victoire sur les forces vichistes, qu'il aurait prononcé devant de jeunes Arméniens engagés. Alors, les mentions qui sont faites de l'origine de ce discours, je n'ai pas arrivé à les trouver. Il faudrait que je le voie dans les récents documents qui sont aussi arrivés aux archives nationales. Ce n'est pas dans le recueil des discours de De Gaulle, c'est peut-être dans la presse. Enfin bon, ce discours est mentionné, je vous le lis. Je m'incline devant les victimes des massacres perpétrés à l'encontre de votre peuple pacifique par les gouvernements turcs d'alors dans le but de l'exterminer. Crime barbare condamnable que la conscience humaine doit bannir, ne jamais accepter ni oublier. Vous êtes un petit peuple riche de culture et d'histoire. L'humanité vous doit beaucoup et je suis persuadée aujourd'hui que de ce petit nombre de rescapés, demain une jeunesse vaillante fera ressurgir une Arménie en sécurité, libre et indépendante. Donc, discours cité, je vous dis, j'ai encore à retrouver la source originale. Et elle est en fait souvent mobilisée, cette citation, pour la reconnaissance du génocide. Elle a été régulièrement, on nous dit, vous voyez, même De Gaulle, on cite toujours les grands hommes qui ont fait des... Mais elle paraît plutôt liée, en fait, à un appel à l'engagement pour la France libre des Arméniens de Syrie et du Liban, qui, de fait, seront assez nombreux. Or, dans l'histoire des étrangers dans la résistance, on revient à un autre point historiographique, y compris dans l'historiographie arménienne elle-même, et peut-être plus particulièrement dans l'historiographie arménienne, par exemple la brochure de l'ANACRA, l'Association nationale des anciens combattants et résistants arméniens, on peut constater une certaine invisibilisation, sinon une occultation des gaullistes, entre guillemets, arméniens, en contraste avec la mise en avant, même si elle est bien sûr tout à fait justifiée, bon, c'est pas par hasard si on fait une journée aujourd'hui en hommage à, mais c'est un fort contraste avec la mise en avant du groupe Manouchian et de la MOI, et donc c'est lié à la guerre des mémoires de la résistance entre les partis politiques, donc, déjà pendant la guerre, mais aussi surtout après la guerre, avec la mise en avant du rôle du parti des fusillés. Bon. Alors, je pense que ce n'est pas faire injure au groupe Manouchian ni minimiser son rôle que de rappeler aussi celui des Arméniens de la France libre, avec d'ailleurs au plus haut niveau, si l'on peut dire, 2 Français d'origine arménienne. Alors il s'agit là de Français issus de mariages mixtes d'ailleurs, dont la maman est française, dans la prestigieuse liste des 1038 compagnons de la libération à titre personnel. Donc il s'agit, je vous en parlais tout à l'heure, d'Alexandre Der-Sarkissov, qui sans doute est un Arménien, mon père est un Arménien venu de Bakou, lui-même est né à Paris. Mon père est ingénieur des mines. Alors il y avait tout un courant d'étudiants de l'Empire russe ou de l'Empire ottoman avant la Première Guerre qui venaient étudier en Europe, en Allemagne. Les Caucasiens allaient plutôt en Allemagne. Mais il y en a qui viennent étudier aussi à Paris, à Nancy, l'École des mines de Nancy, à Montpellier, à l'École de médecine de Montpellier. Enfin, donc et donc qui ensuite a fait souche en France, comme c'est arrivé. Il y a un autre, Georges Der-Sarkissov, dans la liste des FFL, qui lui est né à Bakou, enfin qui est plus ancien, qui doit être son frère ou son cousin. Mais bon, je n'ai pas encore fait la recherche prosopographique précise. Et l'autre arménien, c'est Robert Seferian de Ravoulin. Et dans le cadre de ce dernier, l'invisibilisation est encore plus symbolique car on n'a même pas sa photographie. Et la Fondation des Compagnons fait un appel au peuple pour, si on retrouve sa photographie, de la fournir. Donc il y a une quinzaine de compagnons dont on n'a pas la photographie, et c'est le cas de ce Seferian. Donc il conviendrait d'approfondir les causes de cet oubli, en dehors de la guerre des mémoires de la résistance, de la concurrence peut-être des héros. Mais il y a peut-être le fait que les Arméniens n'apparaissent pas organisés en groupes nationaux spécifiques, comme il y a pu y avoir des groupes polonais, des groupes espagnols, etc. Ils sont plus dispersés, et donc ça a peut-être aussi contribué à une certaine occultation. Mais bon, je pense que l'étude de ce groupe permet de, bien sûr, compléter et réévaluer la participation des Arméniens à la résistance en France, plus généralement à la lutte contre le nazisme, qui a eu aussi lieu dans les autres pays d'accueil de la diaspora, dans les armées régulières de ces pays, ou comme engagés volontaires et partisans, dont je pense non seulement donc Syrie, Liban, j'y reviendrai, mais à la Grèce, à l'Égypte, à la Palestine, à la Grande-Bretagne, au Canada, aux États-Unis. Il y a 20 000 soldats arméniens dans les armées américaines qui participent, et bien sûr, évidemment, dans l'armée soviétique. On parle de 500 000 mobilisés pour une population qui était de moins de 2 millions à l'époque. Pourtant, toute l'ex-URSS, c'est autour de 1 500 000, 175 000 morts, ce qui n'est pas rien.
Donc ils ont payé un lourd tribut, enfin, seulement pour l'URSS, hein, donc un lourd tribut payé à la guerre contre le Reich. Et donc dans ces enjeux d'histoire et de mémoire aussi, outre, je disais, la concurrence des héros victorieux, d'abord, je veux quand même, alors peut-être de façon caustique ou malicieuse, faussement malicieuse, souligner le contraste avec un pays qui, pendant la guerre froide, s'est souvent présenté comme le défenseur de l'Occident, à savoir la Turquie, ce neutre évasif, comme le dit un titre d'un historien, Frank Weber, donc The Evasive Neutral, Germany, Britain and the Quest for Turkish Alliance, donc l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la quête d'une alliance turque, et où, malgré l'accord tripartite, l'accord d'alliance tripartite militaire d'octobre 39, du 19 octobre 39, avec les Français et les Anglais, payé préalablement, dans la dot, il y avait la cession du Sandjak d'Alexandrette, qui a fait fuir encore les 15 000 Arméniens qui vivaient vers la Syrie et le Liban, ce qu'on appelait le Munich de l'Orient. 50 000. Hein ? Oui, mais enfin, bon, dans les 15 000, il n'y a peut-être pas que 50 000 Arméniens. Enfin, en tous les cas, bon. Puos s'en inquiète. Massigli, qui est alors ambassadeur à Ankara, dit oui, mais la fierté nationale turque, il faut absolument leur rendre. C'est des bons alliés. Bon. Bref, donc le Sandjak est lâché. Et donc, il y a cet accord tripartite qui est géré par Weygand. Donc, on pense que ça va jouer. Voilà. Weygand à la tête de l'armée d'Orient, on rejoue la chose de 1900, enfin on veut éviter l'alliance avec le Reich, comme il y avait eu une alliance entre l'Empire ottoman et l'Allemagne, les puissances centrales en 14. Mais lorsque la France est attaquée, la Turquie ne jugera même pas bon de rompre les relations diplomatiques avec l'Allemagne, ni avec l'Italie. Elle va se débarrasser de la France dans la commission de la dette ottomane, qu'elle paiera en bouton de culotte, et elle signera un traité de commerce un traité d'amitié et de commerce avec l'Allemagne d'Asie le 18 juin 1941, qu'elle alimentera pendant toute la guerre, même si elle accueille par ailleurs des comités France Libre quand les Français et les Anglais arrivent à Damas, et elle déclarera la guerre en février 1945. Bon. Donc je voulais rappeler quand même aussi, on parlait de la participation de ces étrangers à la résistance française par rapport à la résistance intérieure et par rapport aux soldats qu'évoquait mon collègue qui était encore en Grande-Bretagne et qui ont choisi. Là, il y a un autre cas, cette fois-ci au niveau national, qui me paraît intéressant de souligner. Et par contre, pour discréditer les revendications arméniennes, notamment au sujet de la reconnaissance du génocide, la propagande négationniste met en avant les légionnaires dont parlait tout à l'heure Astrid Gatamian, c'est-à-dire les anciens prisonniers de guerre soviétiques qui ont constitué des légions de volontaires dans la Wehrmacht, dont une partie a ensuite déserté. Donc ça, c'est plus mis en avant. Donc, là maintenant, je voudrais vous présenter quelques premiers, très rapidement, mais c'est assez rapide, quelques premiers éléments de synthèse. Donc d'abord, vous dire que dans ces 400 noms, je ne vous rappelle pas les sources, vous les connaissez en général, la plupart sont des engagés de la première heure. Il y en a au moins entre 50 et 60 qui s'engagent dans la France libre entre juillet et décembre 40, donc dès l'année 40. Et pour les Syro-Libanais, donc où ils sont à peu près, un peu plus, mais ceux qui s'engagent dans dans son ouvrage, Liliane Nasser appelle les avenantaires précoces, hein, les ralliés de la première heure, il y a aussi sur l'ensemble, il y en a plus de 200 qui se rallient entre juillet et l'automne 41. Donc c'est vraiment des engagés immédiats. Alors, quel est, leur profil à peu près, très rapidement. Donc ils vont être engagés sur les différents théâtres de guerre. Il y en a qui sont, principalement pour les Syro-Libanais, parce qu'ils ont cette nationalité, sur les fronts d'Afrique, donc en Libye. Donc, on voit beaucoup après, soit la date de mort, soit etc. Mais je vous dis, je n'ai pas fait encore le travail. Quel est le ratio par rapport à la population arménienne? Parce que là, on faisait un ratio par rapport à la population générale. C'est difficile de dire. On compte à la veille de la Deuxième Guerre peut-être 100 000 Arméniens en France. Il y en avait 3 000 à 4 000 avant 14, 65 000 qui sont arrivés originaires de l'Empire ottoman au lendemain du génocide, plus environ 2 000 à 3 000 du Caucase russe, après les soviétisations. Il y en a environ 120 000 en Syrie et 60 000 au Liban, donc sous mandat français.
et quelques-uns dans les colonies. On note par exemple quelques ralliements, mais compte-gouttes, parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Il y a des ralliements dans cette période de Tunisie, il y en a un de Madagascar, de la Nouvelle-Calédonie et de l'Afrique française. Donc ça, c'est aussi un élément pour faire une cartographie de la diaspora. Il y a quelques Français issus de mariages mixtes d'avant la guerre, nés en France ou naturalisés de la première vague, la loi de 27 avant les restrictions des lois Laval, et puis donc en Syrie-Liban, donc on leur accorde la nationalité. Certains d'ailleurs, il y a aussi par ailleurs des Iraniens, des Arméniens d'Iran, des Arméniens mentionnés comme grecs, et même un Mésopotamien. Je suppose qu'il est irakien. Principalement, il s'agit d'apatrides titulaires du passeport Nansen, même si c'est présenté comme turc ou arménien. Et quand on parlait des motivations de l'engagement, même s'il y a bien sûr une Arménie soviétique, mais auquel tous ne se rallient pas politiquement, je pense que la question de l'apatridie, plus que celle du refuge, qui n'est pas tout à fait la même chose, on peut être réfugié mais pas apatride, la question de l'apatridie a joué pour cet engagement, pour compléter l'intégration. Alors, par ailleurs, au début de la guerre, il existe un cadre légal de la mobilisation. Le SDN a autorisé la mobilisation des apatrides dans les pays de résidence, et cette autorisation a été transposée en loi interne en mars 1928. Par ailleurs, la loi de juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre a instauré le principe de réquisition pour les Français et les ressortissants français de plus de 18 ans, mais c'est étendu aussi aux apatrides. Et en avril 1939, le décret donc, est relatif à l'extension aux étrangers bénéficiaires du droit d'asile des obligations imposées aux Français par les lois de recrutement et la loi sur l'organisation de la nation en temps de guerre. Donc les apatrides de 20 à 48 ans sont mobilisables et mobilisés. Ce qui fait qu'on en retrouve aussi beaucoup dans l'armée française. Alors, est-ce qu'à partir de là, ils passent dans l'armée? Je vais accélérer. Bon, il y a des créations aussi de compagnies de travailleurs étrangers. Bon, pour les participations, bon, c'est dans différentes participations, je ne vais pas vous les énumérer, et je ne vais pas non plus reparler de la résistance intérieure, bien sûr. Alors l'âge, il y en a trois générations. Il y en a certes plusieurs qui sont nés dans les années 1890 jusqu'au début des années 1900, donc qui sont plutôt dans les comités. Une partie qui sont nés en grande partie en 1908-18, donc c'est la génération des orphelins directs du génocide. Et il y a les enfants des premiers rescapés. Beaucoup sont nés entre 18 et 23-24. Donc ce sont de tout jeunes gens qui se rendent. Il n'est pas difficile pour l'instant de faire mention des professions. Il y a la mention parfois militaire engagée pour les ralliements précoces, marins, libéral, étudiants, beaucoup d'ouvriers artisans. Lieu d'engagement, donc je disais la France ou la métropole et quelques-uns d'ailleurs. Et donc je voulais juste finir avec trois portraits. Certains, je vais aller vite parce que vous les retrouverez sur le site de la Fondation, des Compagnons de la Libération. Donc Alexandre Der-Sarkissian, qui lui est donc originaire du Caucase russe par sa famille, né à Paris, Saint-Cyrien. Donc c'est un militaire de carrière et plutôt affecté dans les troupes coloniales. Enfin, il fait une carrière coloniale d'ailleurs avant la guerre. Pendant et après la guerre. On va le retrouver au Cameroun. Et donc, il refuse l'armistice. Il rallie Londres le 1er juillet 1940, déguisé en polonais. Il s'engage dans les FFL dès son arrivée. Bon, il va être affecté au BCRA, arrêté quand il est envoyé au Maroc. Bon. Donc, il y a toute une histoire de Der-Sarkissov, mais vous la retrouverez facilement. L'autre, Roger Séférian, donc lui est né en Loire-Atlantique, à Clisson, d'une mère bretonne et d'un père arménien ingénieur, inventeur de procédés chimiques, donc sans doute aussi un de ses étudiants. Évacué de Dunkerque en juin 1940, donc lui est français, mais d'origine donc arménienne, et il est embarqué pour un bateau à destination de Madagascar, mais il se jette à l'eau au large du cap de Bonne-Espérance, il rejoint les forces françaises libres, enfin il y a toute une activité, et il sera tué à Birakem. Mais je voudrais vous parler d'autres personnages, de deux autres personnages, et je vais terminer là-dessus. Oui. Est-ce qu'on a vraiment le temps ? Bon, d'accord. Non, mais c'était juste, je voulais mentionner qu'une partie de ces engagés, notamment, sont des Arméniens qui étaient aussi déjà engagés pendant la Première Guerre. Et donc, il y a ce portrait-là. Donc, je vais vous montrer quelques images que je voulais. Ça, c'est le monument du Père-Lachaise aux Arméniens donc de la Première et de la Deuxième Guerre, les différents fronts de la Première Guerre, les fronts de la Deuxième Guerre. Voilà les monuments, on valérien, et voilà le monument à la FDP, et donc le portrait de Der-Sarkissov.
Bon, ça, c'est le colonel Passy, donc le BCRA, qui évoque son itinéraire. Et ça, c'est ce personnage qui me paraît intéressant, d'une guerre l'autre, Ago Parévian, engagé volontaire à la Légion étrangère, donc en 15, démobilisé, enfin, qui a fait toutes les campagnes de la Première Guerre, à la fois sur les fronts français, donc dans la Légion, sur les fronts d'Orient, dans la Légion arménienne, etc., et qui après s'installe au Caire. Il est médaillé à plusieurs reprises, et là, il va créer, dès le début de la guerre, un club pour accueillir les premiers aviateurs de la France libre, à Chapelle, et pendant toute la guerre, il a un hôtel des restaurants, il s'est réinstallé, il va les nourrir et les loger gracieusement, et il avait un musée de la France libre qui a été détruit par Nasser. Donc, Général Koenig et d'autres lui rendent hommage sur donc Ago Parévian. Et puis l'autre, voilà, c'est tout. Et je voulais parler d'Anonyme, mais bon, on en reparlera peut-être dans la discussion, et notamment d'un cousin.